Bonjour les petits scientifiques sur Lucky Science pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons rentrer dans le monde de l'analyse mathématique et on va jeter un petit coup d'œil sur la fameuse dérivation, un concept très utilisé. Pour ceux qui appréhendent, pas de panique, j'essaierai dans cette vidéo d'être clair tout au long et de donner des exemples concrets pour illustrer. Sans plus tarder, c'est parti. Rien de mieux pour débuter notre aventure que de se donner une petite idée rudimentaire de ce qu'on devra faire face. Pour ce faire, on va juste faire un tout petit peu de physique. Considérons une voiture qui se déplace dans l'espace. Notons d la distance parcourue par la voiture en fonction du temps t. La distance en fonction du temps, qu'on peut donc noter dt, correspond en effet à une sorte de fonction en fait. Elle peut donc être représentée par une courbe. Maintenant, disons qu'on a envie de calculer la distance parcourue entre deux instants précis. Par exemple, entre 1 et 2 secondes. Et premièrement, il faut se rappeler comment on calcule une variation. Et pour calculer la variation entre deux points, on fait la différence entre l'image du point juste après et l'image du point juste avant. Dans notre cas, le point juste après a pour image d de t plus delta t, et notre point juste avant a pour image f de t. Ce qui nous donne, en tant que formule pour calculer la distance parcourue entre deux instants, delta d est égal à d de t plus delta t moins d de t. Pour rappel, delta représente souvent une variation en physique. Et delta t, en fait, c'est juste la longueur de l'intervalle du temps, autrement dit la durée. Si on reprend notre exemple entre t est égal à 1 et t est égal à 2, notre variation de la distance est égale à d de 1 plus 1 moins d de 1. Ce qui fait donc d de 2 moins d de 1. On regarde graphiquement, d de 1 est égal à 3 et d de 2 est égal à 5. Donc delta d est égal à 5 moins 3, ce qui est égal à 2. Conclusion, la distance parcourue par la voiture entre 1 et 2 secondes est égale à 2 mètres. Maintenant, supposons qu'on a envie de calculer la vitesse moyenne entre deux instants, qu'on peut aussi appeler le taux de variation de la vitesse. Pour rappel, en physique, la vitesse est égale à la distance sur le temps. Donc si on veut calculer la variation de la vitesse, cela nous donne delta v est égal à delta d sur delta t. Bon delta t on sait déjà ce que c'est, c'est la durée. Et delta d, on a justement trouvé une formule qui permet de la calculer. Donc développons. Ce qui nous donne comme formule pour calculer le taux de variation de la vitesse, delta v est égal à d de t plus delta t moins d de t sur delta t. Allons-y, essayons cette formule. Disons qu'on veut calculer la variation de la vitesse entre t égale 1 et t égale 2 secondes encore. On obtient donc d de 2 moins d de 1 sur 1. Autrement dit, 2 sur 1, ce qui est égal à 2 mètres par seconde. Maintenant, comment vous réagiriez si je vous dis qu'on pourrait calculer une variation instantanée, c'est-à-dire en un seul instant? Soit vous êtes totalement dans le choc, soit vous avez absolument rien compris à ce que je viens de dire, soit vous êtes en train de fixer votre écran en attendant une réponse. Quand on y pense, une variation instantanée, c'est totalement contre-intuitif, car le principe même de la variation est qu'on prend deux points distincts sur une courbe. Donc comment faire sur un seul point? C'est là où je vous introduis au taux de variation instantanée. Mais pour comprendre, il faut aussi que j'introduise un nouveau concept clé en analyse infinitésimale, les limites. Imaginons qu'on diminue l'intervalle delta t de plus en plus. On remarque que plus on diminue delta t, plus le deuxième instant s'approche du premier instant, et que, par conséquent, le deuxième point s'approche du premier point. On peut donc penser que si delta t est infinitésimalement proche de 0, alors les deux instants seraient totalement confondus. Eh bien, c'est exactement ça. En revanche, très, extrêmement, gargantuesquement et titanesquement important, ne jamais dire que l'intervalle est égal à 0, car c'est faux, enlevez ça de votre tête. Car une variation ne peut pas être calculée si l'intervalle est nul, par principe. Ce que je viens de dénoncer, c'est-à-dire le fait que delta t s'approche de 0, se note comme ceci avec les limites. La limite de delta t qui tend vers 0, de d de t plus delta t moins d de t sur delta t. Cela veut simplement dire qu'on fait tendre la durée vers 0 dans notre formule. Et de cette manière, on obtient le taux de variation instantané en t. Ce concept que je viens de vous présenter est primordial pour comprendre la suite. Donc si vous avez des questions ou si vous avez mal compris certaines choses, soyez libre de les poser en commentaire. Et enfin, ceci marque la fin de la partie introduction avec la physique. Car ici, notre fonction d de t n'est pas définie explicitement. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai trouvé les images graphiquement.
Et comme ça, on ne va pas aller trop loin. Et aussi quand on est censé faire des maths et non de la physique, MDR. Revenons vers les maths maintenant pour continuer notre exploration de la dérivation. La formule qu'on a créée juste avant peut se généraliser sur n'importe quel point sur une courbe d'une fonction dans R. Considérons la fonction x carré par exemple, et plaçons 2 points sur cette courbe. Le point A aurait pour abscisse x et pour ordonnée f de x. Et l'autre point A' aurait pour abscisse x plus h et pour ordonnée f de x plus h. Le h ici équivaut à peu près au delta t de tout à l'heure. Donc c'est un intervalle en fait. Exactement de la même manière, lorsqu'on fait tendre h vers 0, la distance qui sépare les 2 points tend aussi vers 0. Et donc par conséquent, on obtiendrait le taux de variation instantané en A, qu'on note comme montré à l'écran ici. En réalité, ce taux de variation instantané correspond depuis le début au nombre dérivé en un point sur une certaine fonction. Dans notre cas, on effectue le nombre dérivé en A sur la fonction f. Si x est égal à 2 par exemple, cela voudrait dire qu'on trouve le nombre dérivé en 2 sur x au carré. Donc allons-y, trouvons ce nombre dérivé. En remplaçant x par 2 dans notre formule, cela nous donne la limite de h qui tend vers 0 de f de 2 plus h moins f de 2 sur h. F de 2 c'est simple, c'est juste 2 au carré, autrement dit 4. Et f de 2 plus h, on remplace juste x par x plus h, ce qui nous donne x plus h le tout au carré. Et avec une identité remarquable assez simple, on trouve h au carré plus 4h plus 4. Cela nous donne la limite de h qui tend vers 0 de h au carré plus 4h plus 4 moins 4, le tout sur h. Essayons de simplifier un peu plus tout ça. Déjà on remarque que le plus 4 moins 4 s'annule, ce qui nous donne h au carré plus 4h sur h. Et ensuite on a un facteur commun évident ici, c'est-à-dire h, car on a h fois h et 4 fois h. En factorisant, cela nous donne la limite de h qui tend vers 0 de h facteur de h plus 4 sur h. On peut simplifier par h, et au final, ça nous donne la limite de h qui tend vers 0 de h plus 4. Maintenant qu'on a bien simplifié la fraction, on remarque que si h tend vers 0, alors h plus 4 tend vers 4. Donc, conclusion, 4 est le nombre dérivé en 2 sur x au carré. Lorsqu'on calcule une dérivée avec cette méthode, il est important de simplifier au maximum la fraction, car il faut éviter d'avoir au dénominateur un nombre qui tend vers 0. En principe, cela ne fonctionne uniquement si la fonction est dérivable en ce point. Mais comment savoir si la fonction est dérivable en fait ? Elle est dérivable en un certain point tout simplement si ce même point admet un taux de variation instantanée dite finie, c'est-à-dire non divergente. En d'autres termes, on peut dériver un point si et seulement si ce point ne représente pas une discontinuité, c'est-à-dire un endroit qui tend vers l'infini ou un endroit indéfini. Par exemple, la fonction inverse n'est pas dérivable en 0, car on voit très bien que les deux côtés divergent vers plus et moins l'infini. Depuis le début, on a uniquement dérivé en un point spécifiquement. Mais est-ce qu'il y aurait un moyen de dériver sur l'entièreté de la fonction ? C'est là où j'introduis la fonction dérivée, qui est une fonction qui renvoie le nombre dérivé en x sur une certaine fonction originale. Mais alors, comment on obtient cette fonction ? Si vous avez déjà compris tout ce que j'ai dit précédemment, alors c'est exactement la même chose en fait. Testons encore une fois de plus sur la fonction x au carré. Sauf que là, au lieu de remplacer x par une valeur, on laisse juste x tel quel, et on voit ce qu'on peut faire. Du coup on a f de x plus h moins f de x sur h. F de x c'est juste x au carré. Et f de x plus h c'est x plus h le tout au carré. En utilisant la même identité remarquable que juste avant, on obtient x au carré plus de xh plus h au carré moins x au carré le tout sur h. On a x au carré à gauche et moins x au carré à droite, donc ça s'annule. Et encore de la même manière, on a encore h en facteur commun. Donc factorisons, cela nous donne h facteur de 2x plus h, le tout sur h. On simplifie une fois de plus par h, et lorsqu'on applique la limite, on obtient finalement la limite de h qui tend vers 0 de 2x plus h. Et je pense que vous commencez à comprendre, mais cette limite tend vers 2x. Conclusion, la fonction dérivée de x au carré, c'est tout simplement 2x. Cela veut dire qu'on peut mettre n'importe quel nombre dans la fonction dérivée,
cela renverra le nombre dérivé en ce nombre. Si on fait f' de 2, ça nous renvoie bien 4, comme tout à l'heure. Et c'est quand même bien plus simple de manipuler des fonctions que de refaire la manipulation à chaque fois. Et en parlant de fonctions dérivées, je vous montre à l'écran une liste de fonctions dérivées des fonctions usuelles, c'est-à-dire des fonctions connues. On vient de démontrer celle de x au carré, maintenant reste à démontrer les autres. Tiens d'ailleurs, je vous donne ça comme challenge. Pas de soucis si vous avez la flemme, il faudra juste attendre la semaine qui suit parce que je vais faire des shorts qui les démontrent justement. Si vous ne voulez pas les rater, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Sinon, vous pouvez faire part de vos remarques et critiques en commentaire. Et si vous ne voulez pas rater le fil de publication des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Lucky Science.